Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Je vous souhaite la bienvenue. Cet épisode, ce sont plusieurs étapes. Un appel à témoignages, des interviews, du montage, beaucoup de temps de montage. Pas plus de suspense dans cette introduction, l'épisode du jour est un hors-série consacré à l'argent. J'ai demandé à mes invités combien ils gagnaient. Je ne prétends pas faire autre chose qu'un podcast de témoignages. Pas de statistiques, pas de classement des spécialités les plus rentables, seulement 4 récits de 4 situations différentes pour se rendre compte de la réalité vécue derrière les chiffres de revenus. Merci à mes invités, Igal et Nawal, que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre dans les épisodes 27 et 14, et Céline et Alix d'avoir répondu avec franchise à toutes mes questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je suis Igal, je suis ophtalmo, j'ai 35 ans et je travaille à Lyon. Après l'internat, j'étais assistant à Lyon et puis je me suis installé à Lyon. Je me suis installé assez rapidement après la Citana. 2 mois après, j'étais installé. Je savais déjà où j'allais aller. J'avais beaucoup remplacé interne, donc j'avais vu un petit peu les différents types d'installations, les différentes propositions qu'on me proposait. Et j'ai choisi de reprendre l'activité d'un médecin qui partait à la retraite. J'ai racheté son activité et je me suis installé dans l'endroit où il était installé. Donc je suis installé en libéral au sein d'une SCM. Une SCM, c'est une société civile de moyens. On est plusieurs médecins, on partage des charges, et puis après les revenus, ils sont personnels. Et donc je trouvais que c'était peut-être plus sain d'avoir d'être indépendant au sein d'une structure où on partage des choses. Je travaille entre 40 et 45 heures par semaine à peu près. Je dois prendre à peu près 6 à 8 semaines de vacances par an, plus 6 que 8 en général. Pas parce que je peux pas, mais c'est parce qu'en fait, quand on est installé en libéral, on se met une espèce de pression qui fait qu'on a envie de travailler tout le temps, parce que quand on travaille pas, on a des charges qui courent et on a l'impression de perdre de l'argent à ne pas travailler. Mon activité, j'opère un tiers du temps. J'ai un tiers de chirurgie et 2 tiers de consultation. Normalement, je consulte 3 jours par semaine et j'opère 1 jour et demi. J'ai une demi-journée de libre. Alors, je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, je suis pneumologue dans le sud de la France. J'ai fait 2 ans d'assistanat à l'hôpital. Et puis après, comme j'avais trouvé un endroit où j'étais plutôt pas mal, j'ai fait 3 ans de plus dans un hôpital périphérique. Et au bout de 3 ans, je suis partie parce que ça n'allait plus du tout. Comme je pense beaucoup d'hôpitaux. Et là, après, j'avoue, j'étais un peu dégoûtée. J'ai même envisagé d'arrêter la médecine, carrément. Mais comme fallait quand même que je gagne un peu ma vie, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des remplacements en libéral, alors que je connaissais pas du tout en fait le libéral. J'en avais jamais fait, il y avait pas de stage là où j'étais. Et puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je suis tombée enceinte et du coup j'ai arrêté. En plus, c'était le Covid, enfin le premier confinement. Et après, quand j'ai voulu rechercher du travail, c'est comme ça que je suis tombée sur ce système de fonctionnement. En fait, je travaille dans un centre de santé dans lequel je suis salariée, dans un centre de santé privé. C'est une association à but non lucratif. Je fais des 9h, 17h à peu près, avec une pause le midi. Et je travaille pas le mercredi, j'ai pas de week-end, j'ai pas d'astreinte. On est sur, je sais pas combien de temps de pause tu prends le midi, mais on est à peu près sur 7 heures de travail, 4 jours dans la semaine. Oui, c'est ça. Et la journée, en moyenne, en consulte, j'ai 20 rendez-vous. Alors, selon les jours, là où je travaille, il y en a plus ou moins tous les patients qui viennent. C'est un peu variable. Et après, je me rajoute des fois 1 à 2 urgences en plus dans la journée supplémentaire. On choisit notre emploi du temps dans la limite où, effectivement, il nous laisse quand même pas avoir un patient par heure en consultation, hein, quand même. Soyons clairs. Faut quand même en voir un peu plus, mais après au niveau des horaires, s'il y a de la place de disponible et qu'on veut, par exemple, il y en a qui travaillent qu'une seule journée ou des demi-journées, ça c'est tout à fait possible en fonction des cabinets qui sont libres en fait. Combien est-ce que tu as de congés? Comment ça se passe d'ailleurs pour les congés? Est-ce que c'est comme les libéraux où t'as pas de salaire? Est-ce que tu te fais remplacer quand tu pars en congé? Comment ça se passe? Alors, du coup, en fait, dans les 40% qui me reversent des consultations, ils considèrent qu'il y a 5% qui correspondent aux vacances en fait.
Comme on est salarié, ils sont obligés de nous donner, de payer des congés payés, on va dire, et du coup, ils considèrent que 5% de ce qu'on touche, ça correspond aux congés payés, en fait. Mais là, du coup, par exemple, cette année, j'ai pris un peu plus, je vais prendre 7 semaines. Donc, tu as 2 semaines qui ne te seront pas payées. Oui, du coup, oui, comme un libéral. Je m'appelle Nawel, je suis médecin chef de clinique hospitalo-universitaire au CHU de Dijon en médecine physique et de réadaptation. Alors, donc j'ai passé les ECN en 2015, je suis diplômée de mon DES depuis 2020 et donc chef de clinique en poste depuis novembre 2020. Donc c'est ma 2e année de clinica. Donc en termes de fiche de poste, en fait, donc quand on est chef de clinique, en fait, c'est un petit peu particulier. C'est commun au poste hospitalo-universitaire. Donc en fait, on a une partie de notre activité qui est dite de soins cliniques, où on peut s'occuper. Donc moi, c'est mon cas. J'ai une partie de mon activité de gestion de lits en hospitalisation complète, en secteur de rééducation neurologique. Je coordonne aussi l'hospitalisation de jour de médecine physique et réadaptation pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Une activité de consultation, plutôt de rééducation neurologique. Une activité de gestes interventionnels avec principalement des injections de toxines botuliques, par exemple. Tout ça, en fait, c'est mes activités, on va dire, de soins courants. Et en plus de ça, j'ai une activité d'enseignement et une activité de recherche qui est regroupée sous un panel, en fait, d'activités dites universitaires. En termes de ratio, en théorie, je devrais faire 50% de mon temps en soins médicaux, soins cliniques, et 50% de mon temps plutôt universitaire dans les activités d'enseignement et de recherche. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, et surtout cette année, parce que comme dans beaucoup de services et dans beaucoup d'hôpitaux, on est de plus en plus en sous-effectif médical et que la priorité doit être mise au service et soins du patient. Donc c'est vrai que là, actuellement, j'ai un petit peu plus d'activité clinique où je suis plutôt aux alentours des 60-70%. Et le reste de mon activité, donc dans tout ce qui est universitaire, je donne des cours, par exemple, à la faculté, à des enseignants, à des étudiants de tout niveau et de plusieurs types de disciplines, des étudiants en kinésithérapie, en médecine, etc. Je surveille des examens, je participe à des jurys, notamment de mémoire, par exemple, de kinésithérapie, et autres types d'enseignements, notamment dédiés à tout ce qui est examens classants nationaux pour les étudiants en 5e et 6e année de médecine. Et ensuite, j'ai toute une partie de recherche, puisque je suis affiliée à une unité de recherche au sein de mon CHU, dans laquelle, entre autres, je fais aussi ma thèse de sciences. Donc voilà, et en plus de ma thèse, je participe à beaucoup de projets de recherche pour développer vraiment la recherche dans cette thématique de la rééducation et réadaptation. Donc ça fait beaucoup d'activités différentes. Mon employeur est double. Pour mes activités de soins cliniques, c'est le centre hospitalier où j'exerce. Et pour mes activités d'enseignement, c'est la faculté. Et mon employeur principal, comme on nous dit souvent, c'est la faculté. En termes de répartition, je suis payée principalement, si on regarde en termes de somme, par le CHU, mais l'employeur principal, en tout cas en tant que chef de clinique hospitalo-universitaire, c'est la faculté. À l'hôpital, en général, j'arrive à l'hôpital entre 8h30 et 8h45. Je sors souvent après 19h, souvent même 19h30. Alors c'est un peu compliqué parce que vu que j'ai beaucoup d'activités, c'est difficile de dire un petit peu comment se répartissent mes horaires dans les différentes activités. Donc c'est pour ça que je préfère parler de plage horaire. Pour te donner une idée, en général, le midi, je ne mange pas, parce que c'est le temps que je consacre plutôt à trier mes mails, faire des ordonnances, finir des courriers, des choses comme ça. Donc en fait, on peut dire que je travaille facilement au moins 10 heures par jour. Donc ça, c'est le travail à l'hôpital. Ensuite, en général, je travaille toujours 1 ou 2 heures chez moi. Et si on regarde en termes de jours par semaine, depuis que je suis chef de clinique, et puis déjà un petit peu avant parce que je fais d'autres activités, je travaille 7 jours sur 7. Ça m'arrive bien sûr de faire des jours off, mais en tout cas tout ce qui est
Activité clinique, c'est du lundi au vendredi et ça m'arrive de faire des gardes le samedi et le dimanche, mais ce sont des choses ponctuelles. Et après, sur le travail, notamment de recherche, j'en fais un petit peu tous les jours. Et j'ai du temps dans la semaine consacré à ça, mais des fois qui se fait un petit peu grignoter malheureusement par les activités cliniques, donc du coup c'est difficile d'avancer. Mais souvent le week-end, je rattrape les activités, par exemple de scientifiques ou de recherche que j'ai pas pu mener à bien dans la semaine, je les rattrape sur le week-end ou en soirée. En termes de congés annuels, j'ai le droit à 5 semaines de congés annuels par an. Les RTT n'existent pas quand on est médecin hospitalo-universitaire, que ce soit contractuel ou titulaire. Donc, je suis Alix, j'ai 39 ans. Je suis donc médecin généraliste. Donc, je suis installée maintenant à Montchanin. Donc, c'est une petite ville en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Je suis installée depuis 4 ans maintenant. Donc, avant, j'ai remplacé pendant 7 ans. Et donc, je me suis installée dans une maison de santé pluridisciplinaire avec d'autres collègues, d'autres professions de santé. Donc, moi, je fais de la médecine générale pure. Je n'ai pas d'autres... donc, après avoir passé ma thèse, ou même pendant l'internat, j'ai pas fait d'autres diplômes complémentaires pour le moment. J'y réfléchis pour la suite, mais pour l'instant, je fais vraiment de la médecine générale du tout venant. Un peu de gynéco, de pédiatrie, enfin voilà, tout. Mais j'ai pas forcément d'orientation particulière. Il est clair que nous, depuis quand je me suis installée, on était en zone sous-dense. Mais pas encore le désert, je crois. Là, ça a changé et on va, à mon avis, y être parce qu'on a énormément de médecins généralistes qui sont partis en retraite ou partis faire autre chose. Et du coup, on en a beaucoup qui, là, en 2021-2022, qui sont partis. Donc, à mon avis, on va y être parce que là, on se retrouve, tu vois, dans notre maison de santé, on était quand même 7 médecins au départ, 7 généralistes, et on va se retrouver à 3 en 2023. Si on trouve personne d'autre, mais ça fait déjà un moment qu'on cherche et on trouve pas. Donc, ça se complique, et plus les autres médecins du Creusot-la-Ville, qui est juste à côté de nous, qui s'en vont aussi. Donc moi, en tout cas, je considère ça comme un désert médical. Donc moi, je travaille que 4 jours par semaine. Le mercredi, je ne travaille pas. Donc toute la journée, sinon, je fais un 8h30, 18h30. Donc comme j'ai 2 enfants, je mets un point d'honneur à pas rentrer trop tard le soir. Ce qui fait que dans ma journée, je suis obligée de blinder. Voilà, je travaille entre midi et 2 aussi. Enfin, bref. Donc je vois entre 25 et 30 patients par jour. Donc lundi, mardi, jeudi matin et vendredi toute la journée, puisque le jeudi après-midi, je fais des visites à domicile. Environ, j'en mets 6 dans l'après-midi. J'ai environ 1 à 2 gardes par mois. Donc c'est des gardes de secteur chez nous. On est dans notre cabinet, on va pas dans une maison médicale de garde. Voilà, donc c'est pas trop souvent, mais en fait ça revient vite. Voilà, donc en garde, on est payé 60 € l'astreinte et après on est payé à l'acte en fonction de ce qu'on voit. Donc c'est des gardes le soir en semaine, donc du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de midi à minuit et le dimanche de 8h du matin à minuit. Et donc on a un secteur, on peut aller en visite à domicile ou les patients viennent à notre cabinet, voilà. J'ai pas de congé payé. Alors maintenant, c'est nouveau, on a quand même si on est en arrêt maladie, par exemple, je crois que maintenant la sécurité sociale peut nous donner un peu, comme les salariés, je crois. Donc moi, j'ai pu en bénéficier pour ma grossesse, ma 2e grossesse. Bon, ça couvre pas les charges, je le dis tout de suite, ça couvre pas les charges de cabinet, mais c'est quand même une aide. C'est pas rien, voilà, c'est pas 0 non plus, mais en tout cas, les congés, c'est 0. Si c'est maladie, maladie, grossesse, on peut avoir un petit quelque chose de la sécurité sociale. Les congés, c'est 0. C'est quoi ton revenu mensuel après avoir payé les charges et avant d'avoir payé les impôts ? Il s'élève environ à 30 000 €.
T'en penses quoi de ton salaire ? Je pense qu'il est très confortable et je pense que je suis privilégié. Voilà. Je dirais que mes revenus, effectivement, ils sont importants. C'est très confortable. C'est plus que la majeure partie des médecins. Et donc, on mesure notre chance. Après, ils sont aussi en fonction de l'investissement matériel qu'on fait. Ça veut dire que c'est vrai que quand on s'installe, on a des gros investissements à faire qu'on doit renouveler assez fréquemment. Et c'est, je pense, ce qui fait que nos revenus ils sont au-dessus des autres, et aussi du fait qu'on a une grosse technicité et qu'on a pu, comme il y a une tarification à l'acte, on a pu multiplier les actes et faire en sorte d'avoir des revenus qui sont plus importants que les autres. Et dans la répartition de mes revenus, c'est-à-dire que c'est pas tous les ophtalmos qui gagnent la même chose, mais comme j'opère beaucoup, j'opère peut-être 2 fois plus que beaucoup d'ophtalmos, et que comme le temps chirurgical, c'est le temps qui est le plus rémunérateur, c'est finalement ça qui fait le gap de revenus. Et aussi, il y a certains types de chirurgies qui sont plus rémunératrices que d'autres, et aussi, probablement aussi en fonction des honoraires qu'on prend. Moi, j'ai pas l'impression de prendre des honoraires qui sont très élevés, surtout quand je regarde par rapport aux autres personnes qui sont pas spécialement dans mon cabinet, mais les cabinets qui sont à côté de nous. Les yeux, c'est quelque chose qui est très important pour les personnes. Si on demande à une personne, tu préfères ne plus voir ou ne plus entendre, il va choisir de ne plus entendre, ou ne plus parler, parce qu'en fait, la vision, c'est un organe qui est très noble. Donc, je pense que aussi la rémunération, qui est importante dans l'ophtalmologie, elle est aussi liée à ça. Je suis à peu près, il y a des mois, c'est plus ou moins 5 000 € par mois. En fait, on est payé un pourcentage des consultations qu'on fait. Ce qui un peu étonne souvent les gens, c'est que je suis salariée, mais mon salaire dans mon contrat, ça correspond à 40% du montant des consultations que je fais. Honnêtement, moi, je trouve pour les horaires que je fais, le travail que j'ai, c'est tout à fait ce qui me convient. Parce qu'après, quand je discute avec des amis qui sont en libéral mais qui bossent, qui ont des plus gros salaires, c'est vrai que voilà, il y a pas de secret, hein, ils travaillent plus que moi. Moi, j'ai des horaires plutôt cool. Le mercredi, je travaille pas. Donc voilà, je trouve que ça correspond à ce que je fais. Par exemple, pour donner un exemple pour comparer, quand je faisais des remplacements en libéral, quand je repensais faire d'autres pneumologues, ils me reversaient environ 70% de ce que je gagnais des consultations, en sachant que là-dessus, il y avait la CARM, l'URSSAF, tout ça à payer. Et ça revient à peu près au même que ce que je gagne là, en fait. Ce que je touchais à la fin. Alors, avant le prélèvement à la source, en moyenne, parce que dans mon salaire est aussi inclus des gardes donc que j'effectue aux urgences, on va dire que avant impôt, je suis environ à 3 400 €, on va dire, en moyenne par mois, sachant qu'il peut y avoir des oscillations d'environ plus ou moins 200 €. Ouais, c'est le prix d'une garde qu'on effectue de 18h à minuit aux urgences. Et par contre, donc si je fais une garde de 8h à 18h, je suis payée plus. Donc sachant qu'en général, je fais 1 à 2 gardes par mois, mais que des fois il y a des mois où je ne fais pas de garde et des mois où je fais plus de gardes. Donc c'est pour ça qu'il y a des oscillations, mais en moyenne, on va dire c'est ce salaire moyen là. Je pense que c'est pas si catastrophique que ça. Après, là, je suis quand même assez encore jeune. Donc, j'ai 31 ans. Ça fait que 2 ans que je suis sortie de l'internat. Donc, c'est peut-être pour ça que je me dis que c'est pas si catastrophique que ça. Mais d'une autre part, je me dis que je suis quand même à maintenant bac plus 12, que vis-à-vis de toutes les responsabilités, de tout le temps horaire que j'investis dans mes différentes missions, tant de soins médicaux que universitaires, de recherche et d'enseignement, et que je vois surtout des fois ma fiche de paye de la faculté et ma fiche de paye de l'hôpital, parce qu'au final, voilà, j'ai un salaire global, mais j'ai 2 fiches de paye, et quand je vois chaque fiche de paye, je me dis « Ah oui, c'est quand même vraiment pas beaucoup ». Donc, je pense pas être parmi les soignants la plus à plaindre du système hospitalier public,
mais je trouve que vis-à-vis de tout ce qu'on nous demande, c'est quand même pas beaucoup. Mon net avant impôt, c'est environ 5 000 € par mois. Alors, quand on dit comme ça, 5 000 € par mois, c'est déjà pas mal. Mais quand on dit 25 € par consul, parce que, alors, c'est 5 000 € par mois parce qu'on reçoit des aides de la sécurité sociale, c'est ça qu'il faut aussi bien dire. Donc, on a ce qu'on gagne par consultation et ce qu'on gagne avec la ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique. Donc, c'est complètement différent. La sécurité sociale nous donne quand même pas mal d'argent en plus de nos consultations. Mais j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, on serait largement sous-payé. Donc, une consultation en médecine générale, c'est 25 €. Qu'on y passe 5 minutes ou 45 minutes. Alors évidemment, ça c'est la cotation classique. Mais après, il y a d'autres cotations qui peuvent nous rapporter plus en fonction de ce qu'on fait. Mais c'est pas le plus souvent. Le plus souvent, c'est 25 € et point barre. Donc on a après des consultations, par exemple, on fait un frottis, on gagne un peu plus. On fait un électrocardiogramme, c'est un peu plus. Puis après, il y a des cas particuliers de quand on réalise des échelles. Par exemple, une échelle pour quelqu'un qui vient pour un symptôme dépressif, ça peut monter jusqu'à 60 ou 70 €, je sais plus, mais ça reste très rare. Donc en fait, ce revenu, je le trouve pas si élevé que ça, parce que en fait, c'est la sécurité sociale qui nous tient. Avec leurs subventions et leurs rémunérations sur objectif de santé publique, on fait ce qu'ils nous demandent de faire. On s'adapte. Ils veulent qu'on prescrive tel traitement dans tel cas, on va essayer de s'y conformer. Voilà. Globalement, c'est quand même que pour les gens soit mieux pris en charge, pour que ça coûte moins cher à la Sécu. Mais c'est vrai que si on n'avait pas ces aides-là, on serait carrément moins payé. Les aides de la Sécu, ça se monte à, je crois, 20 ou 25 000 € par an, brut. Plus les patients nous déclarent en médecin traitant, plus on a des sous. Voilà. Ensuite, on a, par exemple, si on était informatisé, si on était en réseau, si on faisait partie d'une maison de santé pluridisciplinaire, etc. Tout ça, ça rapporte des sous. La sécurité sociale nous rémunère là-dessus. Et après, donc, il y a les objectifs. Donc ça, c'était l'objectif de structure, et il y a des objectifs cliniques où on doit, justifier qu'on fait bien. Alors, quel exemple? Voilà, qu'on prescrit les statines comme il faut, qu'on prescrit la metformine pour le diabète comme il faut, qu'on prescrit toutes sortes de choses. Il y a plein d'items. Sur une consultation de 25 €, tu penses qu'il y a combien d'euros qui finissent réellement dans ta poche? Dans la mienne, en tout cas, c'est environ, je dirais 45%. 40-45%, un peu plus. Il y a plus de 50% qui partent, de toute façon. Mais tout dépend des charges de cabinet qu'on a. Moi, j'ai un collègue, je connais un ami qui lui n'a pas de secrétaire, qui fait tout seul. Donc, son cabinet c'est chez lui, donc il paye même pas de loyer. Donc là, évidemment, le revenu va être beaucoup plus important. Moi, j'ai fait le choix de m'installer dans une maison de santé avec tout le confort que ça implique. Donc j'ai quand même un loyer très très raisonnable, donc c'est très intéressant. Mais j'ai préféré m'installer avec des collègues. J'ai un laboratoire d'analyse, j'ai même une radiologie, j'ai cardiologue, podologue. La maison de santé est très bien fournie, et du coup je me suis installée là-bas avec des coûts plus importants qu'ailleurs, je pense, mais parce que c'est un confort médical. On a à peu près tout dit, je crois. De factuel, ouais, c'est ça. Après, nous, ce qu'on sent, en effet, c'est qu'on n'est pas... Quand on y passe une demi-heure, 3/4 d'heure, ou quand on va en visite à domicile. Alors, les visites à domicile, c'est un peu plus rémunéré. Il y a eu un avenant neuf, là, avec la CPAM, qui nous ont augmenté un petit peu les visites longues. En fait, on peut coter les visites longues à domicile au lieu que ça nous rapporte 25 €. Ouais, oui, parce que la visite était cotée la même chose qu'une consulte. Maintenant, elle est montée à 60 €. Bon, il y a des conditions, mais voilà, on a quand même quelques cotations qui nous rapportent plus. Mais globalement, on aurait
un petit peu besoin que ça monte un peu, ouais. Donc c'est ça. Après, il y a le côté factuel, tout ce qu'on a dit, les chiffres, et puis il y a le côté ressenti du médecin, enfin en tout cas de moi sur la rémunération. On aurait envie que ce soit un peu plus, parce que voilà, moi j'ai pas énormément dans ma poche, il me revient pas la majorité de ce que je gagne, mais parce qu'on est une maison de santé et que du coup on fournit un service rendu aux patients important, avec une coordination hyper aboutie, avec des spécialistes qui suivent, qui tiennent la route, avec voilà tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, mais le libéral, je trouve maintenant exercer tout seul, ouais, on peut peut-être gagner plus de sous, mais au niveau médical, faut s'accrocher, quoi. Donc voilà, tout simplement, on aurait envie qu'avec tous les efforts qu'on fait au niveau coordination, prise de patients, consultation non programmée, etc., on aurait envie que ce soit reconnu et rémunéré, quoi. Je sais pas selon quelle modalité, mais c'est clair qu'augmenter déjà la consulte, ce serait un bon début. Je trouve qu'on a en quelques années là, donc ça fait 7 et 4, ouais, ça fait 11 ans que j'ai fini mon internat. Et ben je trouve que tu vois, en 10 ans, ça a évolué la médecine à fond, vraiment à une vitesse très très rapide. Et là, on nous demande, voilà, de nous installer dans ces MSP. Alors on fait ce qu'on veut toujours, mais on fait des CPTS, les fameuses communautés de professionnels territoriales, pour augmenter la coordination des patients. Mais ça nous demande énormément d'investissement. Mais ça, voilà, on le fait, mais après, il n'y a aucune reconnaissance. Donc c'est vrai que nous, on a une maison de santé, oui, c'est ça que j'ai pas dit. Nous, on a une maison de santé pluridisciplinaire qui est subventionnée par la Sécurité sociale. Donc on a un contrat, des accords conventionnels avec la Sécurité sociale, et elle nous finance, la Sécu, sur plein de choses. Donc pour tout le monde, pas que pour les médecins généralistes, hein, pour tout le monde, tous les professionnels qui sont dans la maison de santé. Mais du coup, c'est pas à but lucratif, c'est pour équilibrer notre budget, pour payer le ménage, le chauffage, la fibre, etc. Donc ça rentre pas dans notre poche en fait. Donc voilà, c'est un peu une reconnaissance. On aurait besoin d'une reconnaissance de notre travail pur, nous, médecins généralistes. Bon, peut-être les autres professionnels aussi, ils en ont besoin, je sais pas. Mais nous, on aurait besoin de plus de reconnaissance sur les efforts qu'ils nous demandent. Donc c'est ça, c'est les rémunérations sur objectifs de santé publique, ils nous subventionnent, mais parce que ils nous demandent des choses en contrepartie. Nous, moi j'aimerais qu'ils nous rémunèrent sur ce qu'on fait en termes d'amélioration du service médical rendu, quoi. Est-ce que toi, tu te poses la question de la rémunération quand tu organises ton activité ? Je vais dire que je fais toujours ce que j'estime être le meilleur pour le patient. Après, s'il y a certains actes qui me semblent pas rentables, peut-être que, par exemple, une chirurgie qui va durer 1h30, c'est vrai que 1h30, c'est pas beaucoup pour certains chirurgiens, mais pour nous, ça peut l'être, et surtout si on peut pas faire, entre guillemets, payer le patient en conséquence, peut-être qu'on va se poser la question de l'adresser à quelqu'un de l'hôpital pour ce type de patient. Il s'est posé la question, donc en chirurgie de la cataracte, il y a une nouvelle technique, c'était le laser. Et en fait, en gros, il y avait un investissement à faire sur le laser. Donc souvent, c'est les cliniques qui peuvent le faire. Les médecins le font plutôt rarement. Mais il n'y avait pas de bénéfice pour le patient, en tout cas très peu. Mais comme il y avait un surcoût qui était assez important, on n'est pas allé dans le sens de la technologie cette fois-ci-là. Et pourtant, ça a donné une petite valeur ajoutée, mais pas très importante. Et là, pour le coup, on n'a pas été du côté du laser. Donc, je pense que la question, elle s'y est posée par rapport à cette technologie, entre guillemets, et on n'a pas été à cause du surcoût que ça engendrait, et parce qu'on voulait pas faire payer le patient pour un service rendu qu'on trouvait pas assez bon. Tu es en secteur 2, donc tu as une certaine liberté pour fixer les tarifs. En fonction de quoi ils sont choisis, ces tarifs ? Pour toi, en tout cas.
Pour moi, j'ai pris les tarifs de mon prédécesseur. Ça veut dire qu'il y a des cabinets qui vont vouloir avoir un recrutement assez premium et qui ont des tarifs qui seront en rapport, et d'autres qui vont vouloir être un peu plus accessibles. Et d'autres qui vont baisser les tarifs pour opérer plus. Je module mes tarifs de temps en temps en fonction de la personne que j'ai en face. Alors pas à la hausse, surtout à la baisse. Après, on fait confiance aux patients, mais si un patient il me dit que sa retraite c'est 800 € et que je demande 400 € de complément et que sa mutuelle rembourse 0, effectivement, je vais avoir tendance à diminuer. Alors après, effectivement, c'est pas très sport pour les autres, parce que les autres ils sont pas demandés. En fait, si on demande pas, on n'a pas. Mais de temps en temps, c'est vrai que je descends mes honoraires. Je descends mes honoraires aussi, c'est sûr, sur mes confrères. Moi, j'en prends pas spécialement, ou je m'adapte à la... Non, faut pas trop le dire, je crois, mais faut voir ce que la mutuelle rembourse. Et puis par contre, tout ce qui est chirurgie hors nomenclature, donc moi je fais de la chirurgie réfractive, ça pour le coup c'est du confort, et donc jamais je diminue mes honoraires. Quitte à perdre de patients, parce que je veux pas être un marchand de tapis. Et donc les honoraires qui sont fixes, et ça je les modifie pas, parce que c'est que du confort. Effectivement, sur des chirurgies fonctionnelles, ça m'arrive de descendre un petit peu mes honoraires. Et aussi, des fois, je les augmente un petit peu quand je sens que le patient, il va être vraiment relou. Voilà. Parce que le patient va te demander un investissement psychique supplémentaire. Exactement. Quand la chirurgie, alors des fois, quand la chirurgie elle est plus compliquée qu'une chirurgie standard, ça m'arrive de demander un petit peu plus d'honoraires. Mais en fait, c'est léger, ça veut dire que je demande peut-être 50 € de plus, mais c'est juste histoire de différencier quelqu'un qui va être assez standard. Alors c'est pas de sa faute, c'est une maladie qui est plus avancée, ou qui est plus compliquée. Mais en tout cas, c'est vrai que techniquement, moi, je vais plus m'embêter, ou des fois sur des chirurgies un peu plus premium aussi, où j'aurais probablement une obligation d'un peu de résultat, même si en médecine, en ophtalmologie en tout cas, on a une obligation de moyens. Donc ces patients-là, effectivement, je vais demander un peu plus de revenus, d'honoraires, pour justifier ça. Alors, pour l'instant, non. Je me suis pas organisée comme ça. Après, peut-être qu'un jour, oui, et je voudrais augmenter mes consultations, mais là, j'ai plutôt, on va dire, comme à l'hôpital, j'étais un peu échaudée, j'ai plutôt organisé ça pour que je sois bien dans mon travail, on va dire, et que l'argent n'est pas, c'est pas mon objectif principal, on va dire. Enfin, si, je veux quand même gagner de l'argent, mais voilà, je veux être bien dans mon travail en priorité, déjà. Et du coup, pour les patients, les consultations, elles sont en secteur 1 ou en secteur 2 ? Ça se passe comment ? En secteur 1, et en plus, il y a beaucoup de mutuelles qui sont conventionnées avec le centre, donc dans la plupart des cas, ils payent rien en fait. Toi, pour la cotation de tes consultations, j'imagine qu'en fonction des gestes que tu fais, tu factures différemment. Oui. Après, en tant que pneumologue, en libéral, on n'a pas beaucoup de cotations différentes. Soit ils font une EFR, soit c'est une consultation simple, soit c'est un avis ponctuel, n'est-ce pas, de consultation. Enfin, on n'a pas beaucoup de codage, nous. Contrairement aux cardiologues, tout ça, qu'on en a beaucoup plus, nous, on en a 4 ou 5 et puis c'est tout. C'est pas très compliqué. Et pour préciser, quel que soit le nombre de patients que tu vois, t'es pas payé directement par le patient. Donc, peu importe ta durée de consultation, les actes que tu fais, au final, c'est le même salaire. C'est ça. Alors, c'est vrai que ça, c'est un luxe qui est en corrélation avec tout d'abord la spécialité que j'exerce, donc la médecine physique et réadaptation, qui est une spécialité qui demande un grand temps clinique, un temps d'écoute, un temps d'empathie auprès des personnes que l'on prend en charge. Et donc, en général, les temps de consultation sont longs. Mes consultations les plus courtes, c'est 30 minutes, mais des fois, il faut que je fasse des consultations de 45 minutes, voire 1 heure, quand on est face à des personnes qui sont en grande détresse ou déficience, avec des histoires, des parcours de vie et médicaux compliqués. Pour faire la part des choses, bien les prendre en charge, bien les écouter, il faut du temps. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt bien que je fasse des consultations de 30 minutes ou d'1 heure,
mon salaire sera le même. Après, c'est vrai que j'essaye d'organiser quand même mes plages de consultation avec des patients, par exemple, que j'ai déjà vus, des nouveaux patients, des suivis de parcours un peu chroniques ou d'hospitalisation de jour, pour quand même faire un nombre de consultations assez conséquent. Mais c'est sûr que sur une demi-journée, j'ai pas la pression de devoir faire, par exemple, 30 consultations. Si je fais 6-7 consultations, c'est jugé comme très bien au sein de ma spécialité dans un CHU. J'organise vraiment mes activités selon ce qu'on me demande de faire et selon ce qu'il y a besoin de faire. Donc là, par exemple, cette année, j'ai dû augmenter le nombre de consultations et de plages de consultation à effectuer. L'an passé, par exemple, j'étais pas censée travailler au niveau de l'hospitalisation complète, et suite à un départ, voilà, j'ai dû prêter main forte à une collègue et donc l'aider sur cette activité-là. Donc ça a aucun rapport, les différentes activités que je fais par rapport à ce que je touche. Parce qu'au final, que je travaille 100 heures ou que je travaille 20 heures, mais ce qui est entre nous impossible, je toucherai la même chose. Vu que voilà, le salaire versé par la faculté, c'est un salaire fixe. Et après, le salaire que je touche via l'hôpital varie seulement en fonction du nombre de gardes que je fais aux urgences. Donc non, je ne rationne pas du tout ma charge de travail en lien avec mon revenu. Alors pas du tout, je suis pas méga organisée. Pas du tout. Moi, je fais, voilà, j'ai mis mes horaires et après je gère en fonction des demandes. Voilà, moi, je suis que sur rendez-vous. Avant le Covid, on faisait du 100 rendez-vous. Je faisais du 100 rendez-vous une matinée par semaine. Mais donc il y avait beaucoup de monde, donc c'est vrai que c'était un peu le chantier, mais bon, c'est vrai que ça permettait aux gens d'être vus le jour même. Depuis, c'est plus structuré, on fait plus de 100 rendez-vous parce que sinon on peut pas faire attendre 20 personnes dans une salle d'attente pour une matinée, c'est plus possible. Donc c'est structuré comme ça, mais c'est pas en fonction de ma vie. Moi, je suis pas assez organisée, je pense, là-dessus. Mais bon, on va dire que là, je trouve que je fais mon maximum en ce moment pour voir le plus de gens possible et pour avoir un revenu qui me convient. Mais on en arrive à devoir voir beaucoup de monde pour si on veut augmenter notre revenu, bien sûr. En médecine générale pure, moi je fais du libéral pur. Après, on peut avoir d'autres activités où la cotation est plus importante, où on peut avoir du salarié en même temps. Je sais pas, mais en tout cas moi, voilà, en libéral pur, médecine générale pure. C'est ça, et j'ai pas du tout calculé mon organisation pour avoir tel salaire, non. Est-ce que tu parles d'argent avec tes collègues ? Alors, il n'y a pas trop de discussion en termes des revenus. Il n'y a pas trop de discussion en termes de savoir ce qu'on doit facturer, si c'est bien ce qu'on fait ou pas. Globalement, tous les ans, il y a une assemblée générale des comptes. En gros, donc la SCM, elle est censée être à l'équilibre. Elle ne peut pas faire de bénéfice, une SCM. Et donc, à la fin de l'année, on regarde les charges qu'on a payées, on regarde ce que la SCM, si elle est en plus ou en négatif. Si elle est en plus, on va redistribuer aux personnes qui ont trop donné. Et si on est en négatif, les personnes qui n'ont pas assez donné vont abonder encore au niveau de la SCM. Et donc, ça dépend du type de SCM, mais chez nous, on a des clés de répartition. Ça veut dire qu'en fonction de l'utilisation de personnel ou de machines ou de lieux, on va avoir des charges qui sont différentes. Elles sont définies par un contrat ça s'appelle un pacte d'associés. Et voilà. Alors, au travail, non, j'avoue. Mais après, avec mes collègues, enfin mes amis de la fac, oui, on sait tous à peu près combien on gagne selon nos spécialités, quoi. On en a tous, oui, déjà parlé.
Ah oui, il n'y a pas du tout de tabou là-dessus, alors que ce soit mes collègues de mon service, d'autres spécialités, et puis même avec d'autres amis ou connaissances qui travaillent hors secteur hospitalier public et notamment CHU. Donc oui, c'est des discussions assez libres. Après, j'ai rencontré des personnes déjà qui aiment pas trop parler de combien elles touchent, mais quand ça reste des discussions entre médecins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tabou. Par contre, quand des fois il y a des discussions de médecins à autres professionnels de santé, voire à l'extérieur, j'ai l'impression que là, pour certaines personnes, ça devient un petit peu plus tabou. Oui, ça c'est une bonne question parce que donc entre collègues, on a créé une SCM, donc une société civile de moyens, donc pour mutualiser les coûts évidemment. Donc on a une secrétaire à temps plein et une secrétaire à mi-temps. On en avait une autre à temps plein qu'on a dû licencier puisqu'on a 2 médecins qui sont partis, un à la retraite et l'autre qui est parti en médecine du travail. Donc comme je te le disais, on est passé là on va être à 4 médecins et puis l'année prochaine à 3. Donc pour mutualiser les salaires, pour mutualiser les grosses dépenses comme tous les consommables qui sont communs à tous les médecins, le fax, les draps d'examen et j'en passe, voilà, tout ça. On en parle, oui, entre collègues pour réduire au maximum les coûts et puis pour que les charges fixes de fonctionnement de cabinet ne soient pas trop élevées. Mais à part ça, on va pas aller. Je discute pas avec mes collègues de tiens, comment tu fais pour augmenter ton salaire? Est-ce que tu cotes? Je devrais peut-être, peut-être qu'eux font mieux que moi. Peut-être qu'ils font plus de cotations particulières. Mais sinon, non, à part de nos coûts de fonctionnement, je parle pas avec eux de ce qu'ils gagnent. Est-ce que tu as une idée de comment vont évoluer tes revenus pendant ta carrière? Alors moi, je suis installé depuis 4 ans. Donc mes revenus, ils ont augmenté progressivement. Là, ça stagne un petit peu parce qu'en fait, quand tu es installé, au bout de 2 ans, tu es rattrapé par l'URSSAF et les impôts. En gros, tu vas payer des impôts sur l'activité que tu avais à N-2, 2 ans auparavant. Et donc, tes revenus, ça dépend de le chiffre d'affaires que tu fais, mais ils stagnent un petit peu, et puis après, progressivement, ils vont réaugmenter jusqu'à un certain niveau qui fait que ça stagne, parce qu'en fait, tu peux pas vraiment augmenter ton temps de travail. Le temps de travail, il est quand même assez fini, et tu peux augmenter un petit peu, en tant que chirurgien, tu peux augmenter ton activité chirurgicale, et peut-être augmenter tes plages de chirurgie qui sont plus rémunératrices que ta consultation. Mais au bout d'un moment, en fait, tu es un petit peu capé par le temps, en fait. Donc mes revenus, là, ils sont encore en train d'augmenter. Mais je pense que ça sera compliqué de les faire beaucoup plus augmenter. Ça va stagner. Et aussi, je peux rajouter aussi que plus on a une activité importante, plus on a besoin d'aide pour maintenir cette activité-là. Je parle pour ma part, mais pour garder un certain niveau une certaine qualité de vie et aussi une consultation qui est assez agréable, je prends plus d'aide qu'avant. Et donc, du coup, ça me fait des charges en plus. Voilà. Et c'est un peu la course au chiffre d'affaires parce que, en fait, je prends des personnes en plus pour me simplifier la vie, mais pour les payer, je travaille un peu plus. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et certaines personnes ont du mal à trouver cet équilibre-là. Et ce que j'ai pris depuis cette année aussi, c'est une assistante en fait. J'ai une espèce de super secrétaire qui va me faire pas mal d'administratifs parce que j'avais beaucoup d'administratifs et j'avais beaucoup de charge mentale. Et donc pour diminuer ma charge mentale, j'ai pris quelqu'un qui m'aide. Donc ça, c'est effectivement, c'est une personne aussi en plus à payer. Et puis elle va rapporter un petit peu d'argent indirectement parce que j'aurai potentiellement peut-être un peu plus de temps médical, mais c'est pas linéaire. Finalement, après, tu vas travailler beaucoup pour payer tes charges. Et effectivement, un ophtalmo, il a des hauts revenus, mais il a un niveau de charge qui est assez élevé parce qu'on a une technicité de machine à acheter et aussi beaucoup d'employés qui fait que on a beaucoup de charges à payer.
Globalement, sur 100 euros qu'on rentre, le revenu, il est à peu près à 20 euros, je dirais. Ouais, c'est ça, à peu près. Entre 20 et 30 euros, peut-être 30 euros. Pour un ophtalmo, je parle. Déjà, au début, quand on était assistante, un tout petit peu mieux qu'interne. Après, quand j'étais à l'hôpital, j'étais PH contractuel, là, donc j'étais au maximum de la grille qui est possible. Et puis on avait quand même pas mal d'astreintes, donc ça complétait un peu. Mais c'est vrai que quand je me suis mis à remplacer en libéral, alors que je travaillais que les vacances scolaires presque, je gagnais quand même la même chose qu'à l'hôpital en bossant toute la semaine, plus les week-ends. C'est qu'effectivement, pour le même salaire qu'à l'hôpital, je pouvais bosser moins et être chez moi le soir, le week-end. C'était plus ça. Après, effectivement, là, il y en a certains que j'ai remplacés, ils bossent vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ils ont des bons salaires, qui sont plus importants que le mien, mais c'est vrai qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Moi, c'était plus le fait de gagner autant qu'à l'hôpital en remplaçant, alors que oui, je faisais que les vacances scolaires, quoi. Ce qui est quand même une grosse différence. Après, je sais pas si je veux toujours privilégier de toute façon ma qualité de vie, on va dire, ça va pas beaucoup augmenter. Après, comme de toute façon là, je fais plus de gestes ou ça, est-ce qu'à un moment j'aurais pas envie quand même d'aller au moins une journée dans une structure pour repratiquer un peu autre chose, peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, là aujourd'hui, mes revenus, c'est ce qui me va bien. Donc si ça reste comme ça me va aussi. Est-ce que le fait de faire des gestes techniques, ça changerait significativement quelque chose à tes revenus? Non, mes revenus, non. Non, c'est plus à ma pratique, mais non, mes revenus, les gestes, c'est payé plus, mais comme on en fait moins, ça changerait pas grand-chose. Oui, j'ai un petit peu regardé, mais après ça va être selon si je continue à poursuivre cette carrière hospitalo-universitaire. Bon, ça va aller crescendo au fur et à mesure. Et je pense qu'à un moment donné, ça deviendra assez confortable. Mais il faut quand même une certaine ancienneté. Quand on voit quand même, par exemple, les salaires de praticiens hospitaliers, les échelons, c'est plusieurs années pour passer de tel échelon à tel échelon. Il faut pas se leurrer. La carrière à l'hôpital public, c'est pas la plus lucrative. Donc, je sais que ça va progresser, mais ce sera moindre que certains autres types d'exercices. Est-ce qu'en plus de l'argent, il y a des avantages mutuels, tickets resto, accès à un comité d'entreprise? Alors en fait, tu as plusieurs façons d'exercer. En gros, globalement, quand tu es en libéral, soit tu es en micro-BNC si tu fais moins que 72 000 euros par an. Bon, c'est pas mon cas. Soit tu es en BNC. BNC, ça veut dire que tout ce que tu rentres en chiffre d'affaires, c'est ton revenu. Et d'ailleurs, tu vas payer des charges dessus. Donc l'URSSAF, la CARMF. La CARMF, c'est la caisse des retraites. Et puis les charges que tu as. Et à la fin, quand tu as déduit ça, c'est ton BNC, bénéfice non contractuel. Et c'est ce qui va être après imposé. Et sinon, tu peux aussi exercer en société. Moi, depuis cette année, j'exerce en société. Bon, il y a plusieurs types de montages qu'on peut faire, il y a plusieurs types de sociétés, mais la plus fréquente, c'est la CELARL. Donc, je suis en société, je me donne un salaire, et donc du coup, j'ai un salaire fixe. Que tu sois en BNC ou en CELARL, tu peux te faire des charges. Donc la voiture de fonction, tu peux te la donner, tu peux l'avoir. Donc c'est ta société qui va payer ta voiture, ou ton BNC qui va payer ta voiture, avec une quote-part pour le perso et une quote-part pour le professionnel. Donc ton comptable, en général, il va te dire, voilà, ça c'est 70% du prix de la voiture, c'est la société qui paye, et 30% ça va être imposé, ça va être du revenu. Et donc tout ce qui est ticket resto aussi, tu peux l'avoir parce qu'en fait, tu peux acheter des tickets resto, tu as le droit. Et aussi, tu peux avoir aussi l'autre type de complément de revenu, c'est de faire des plans épargne retraite, par exemple. Un plan épargne retraite, il va pas rentrer dans ton bénéfice.
Ça veut dire que c'est de l'argent que tu mets pour la retraite, mais ça va t'enlever de la rémunération. Pas de la rémunération, ça va t'enlever ton bénéfice. Et donc ça va pas être imposé. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour les médecins. Il faut de cotiser pour ta retraite parce que la CARF, on sait pas en combien de temps, on sait pas si ça va exister encore quand nous on sera à la retraite. Et donc il y a plein de médecins qui commencent à cotiser et parce qu'en plus ça diminue nos impôts en fait. Le fait de mettre de l'argent pour la retraite, ça diminue nos revenus et ça diminue nos impôts. Et par rapport au comité d'entreprise, on peut le mettre en place. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Et par exemple, moi, qui sont dans un cabinet où on est 18 médecins, où on a 30 ou 40 assistants, secrétaires, etc., eh ben, on a le droit, on peut avoir un comité d'entreprise. Et donc, on a choisi de le faire. Donc, en fait, on a des services. Alors, c'est vrai que je l'utilise pas spécialement, mais en tout cas, on peut l'avoir. Et aussi, moi, ce que j'ai mis en place aussi pour mes assistants, j'ai mis en place un service de conciergerie qui va aussi offrir du service aux assistants. Ça veut dire que je sais pas s'il y a du pressing ou s'il y a des fleurs achetées ou s'ils ont besoin qu'on leur livre un repas à midi ou laver une voiture, etc. Et bien ce service, ils l'ont. Et donc, moi, je veux aussi bénéficier. On a la mutuelle. Les mutuelles, les tickets resto, il y a un CE, donc avec plus ou moins, comme ça dépend des revenus, on n'a pas accès à tout, mais voilà. Et il y a en plus, j'ai oublié quelque chose, un autre. Et ils payent l'assurance professionnelle aussi. C'est celle de l'employeur. Donc oui, il y a quand même pas mal d'avantages en dehors. Alors en tant que chef de clinique, non. Je ne pense pas que plus tard j'aurai accès à d'autres choses si je continue sur les carrières hospitalo-universitaires, mais peut-être que quand on devient titulaire, ce sera le cas. Mais là, vu que je suis sur un statut contractuel, donc non titulaire, qui est le cas pour, par exemple, les assistants spécialistes et les chefs de clinique ou assistants hospitalo-universitaires quand on est sur ce type de carrière-là, j'ai aucun avantage, donc pas de ticket resto, pas d'accès au comité d'entreprise. Le seul avantage que j'ai, c'est par exemple, moi je prends les transports en commun pour me rendre à mon établissement hospitalier parce que c'est quand même plus propre pour la planète, et donc la moitié de mon abonnement est remboursé par le CHU. C'est le seul avantage à ce jour que j'ai pour le moment, à ma connaissance. Ouais, même la mutuelle n'est pas prise en charge par l'employeur pour toi. Pas du tout. Non, c'est moi qui paye. Après, vu que je suis chef de clinique, j'ai une petite remise, mais parce que c'est une offre, faite par la mutuelle où je suis. Mais non, la mutuelle, la prévoyance, etc., c'est tout des frais en plus de ma poche. Mutuelle, on paye à côté. Ah oui, c'est soi-même. Prévoyance, ça faut bien le faire, parce qu'on n'a pas grand-chose quand même. Non, tout le reste, on n'a aucun avantage en nature. Attends, je réfléchis, mais je crois pas. Non. Ça me dit rien. Non. Et pour la formation, comment ça se passe ? C'est pas la SM qui va payer ma formation, c'est moi, c'est mes revenus professionnels, c'est-à-dire que c'est une charge. C'est-à-dire si je vais en congrès et que mon congrès coûte, je sais pas, 500 € l'inscription, c'est une charge en plus, donc ça veut dire que je ne suis pas indirectement, c'est-à-dire que je ne suis pas imposé dessus, ça diminue mon bénéfice. Potentiellement, on peut se faire remplacer ces jours-là. Alors c'est pas tout le temps qu'on le fait parce que c'est de l'organisation et parce que il faut bien que tes assistants partent en vacances, mais tes secrétaires aussi, mais non, tu n'es pas rémunéré dessus sur ce temps-là. Alors maintenant, il y a un truc un peu austère qui s'appelle le DPC. Je sais pas si tu connais, mais en gros, on est censé avoir une formation continue. Et donc, il y a un site où on doit se déclarer quand on fait des congrès pour dire qu'on on est en train de se former et on a un dédommagement. Donc, en tout cas, en ophtalmo, rien à voir avec la rémunération qu'on peut prendre. On est censé être payé de ça. Si je veux prendre une journée pour une formation, il n'y a pas de souci. Après, jusque-là, c'est vrai que quand j'ai demandé, l'employeur, il peut, refuser une prise en charge. Il n'est pas, obligé de nous la payer. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas eu de fois où ils m'ont payé la formation. Mais bon,
Après, pour prendre une journée pour une formation, j'ai pas de souci, non. C'est comme du libéral, c'est que là, je suis pas payée. Enfin, il y a un système où on paye comme on paye, dans la CARMF, tout ça, l'URSSAF, et on est pris en charge, sauf que là, dans le centre où je suis, ça marche pas, du coup. Comme c'est une structure, je pense qu'ils connaissent pas, ils considèrent que je suis pas pris en charge. Donc, ça fait plusieurs fois que je leur envoie des mails, que j'essaie de les appeler pour être pris en charge, mais ce n'est pas le cas. Par contre, j'ai beaucoup de congés de formation. Alors, le nombre exact, je ne sais plus, mais je sais que ça dépasse 40 jours. Et en général, j'ai jamais l'occasion de tous les prendre. Et alors, quand tu pars en formation, est-ce que ces formations, elles sont prises en charge par ton employeur ou est-ce que c'est toi qui les finances avec ton salaire? Alors, ça dépend du type de formation. Il y a des formations qui sont construites par le CHU. Par exemple, l'an passé, j'ai effectué une formation pour l'apprentissage de l'hypnoanalgésie pour devenir hypnothérapeute, donc qui a été entièrement pris en charge et organisé par le CHU en coordination avec l'Institut français d'hypnose. Pour les années suivantes, il y a certains diplômes universitaires que j'aimerais effectuer, qui sont pas du tout dépendants du CHU ou de la faculté où je suis. Et là, alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a une enveloppe au niveau de notre unité et il faut que j'effectue une demande pour qu'il y ait une prise en charge de ma formation. Donc, a priori, ça devrait être fait et financé et ce financement ne devrait pas dépendre de mon salaire. Alors les formations, ça dépend ce qu'on fait, parce qu'il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations sur les week-ends, et si on fait des formations en semaine, on peut être rémunéré par notre organisme de formation pour compenser la perte. Mais sinon, non, tant qu'on gagne rien au cabinet, on gagne rien, ouais. Mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi un statut de société, parce qu'en fait, j'ai un profil qui est plutôt entrepreneurial et toute ma rémunération, je ne la dépense pas. Et je prends un plaisir à réinvestir ce que je gagne. Et donc, si je prends en salaire, ce que je faisais au début, en salaire, en rémunération, je suis très imposé sur l'argent avec lequel je vais réinvestir. Par contre, si je ne prends pas en salaire et que je laisse dans la société, je peux réinvestir via ma société. Et donc, c'est de l'argent qui n'est pas fiscalisé. C'est un peu compliqué, je sais, parce que c'est pas le quotidien de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai une activité, j'ai une façon de voir la médecine un petit peu à part. Et en fait, le médecin, je trouve qu'il ne sait pas ou qu'il a du mal à comprendre que son activité, c'est une entreprise. Avoir des salariés, gérer un chiffre d'affaires, on est une entreprise. Et encore plus quand on est en association. On est une vraie entreprise. Globalement, il y a un réel problème de formation, de gestion en médecine. Moi, je trouve que c'est aberrant de ne pas avoir de formation sur de la comptabilité, sur de la fiscalité, sur les types d'associations, et d'avoir à apprendre ça tout seul. Surtout qu'une association, c'est un mariage. Donc si on connaît pas trop la personne avant, ça crée quand même pas mal de problèmes potentiels. Quand j'étais interne, c'est vrai que comme en plus, le libéral c'était un peu un monde à part, on savait pas du tout ce que ça pouvait donner, combien on pouvait être payé. Autant les grilles de péage, tout ça, ça peut se trouver sur Internet, donc on avait une idée, mais c'est vrai que le monde du libéral, je trouve que c'est un peu difficile de savoir combien ça peut rapporter quoi quand on est jeune, quand on n'a pas été remplacé, des choses comme ça. C'est quoi pour toi le plus gros avantage à être salarié? Déjà, je suis une femme, donc déjà, au cas où j'ai un nouveau congé maternité, quand même, ça compte. Parce que le dernier, il a été un peu plus long que prévu avec le Covid. Et j'étais pas payée, du coup. Et après, c'est plus que je fais vraiment, ce que j'aime, c'est-à-dire de la consultation.
Non, non, l'avantage d'être salarié, c'est que après, vraiment pour avoir, fait des remplacements en libéral par rapport à du libéral, j'ai pas comment ça s'appelle, à faire tout ce qui est sécu, les refus de paiement, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, j'ai pas toutes les commandes de matériel. Enfin, ce que fait un médecin quand il est dans son cabinet tout seul, en fait. Est-ce que tu dirais que ce mode de fonctionnement te permet d'avoir la liberté du libéral dans l'organisation de tes journées et l'insouciance du salarié quant aux contraintes administratives? Ah si, clairement, c'est ça. Ce qu'on découvre, c'est que quand on est salarié, on voit pas l'argent que l'on redonne à l'URSSAF, à la caisse de retraite, etc. Et ça, c'est hyper important pour après, quand on est installé, on redonne énormément d'argent, c'est ça, hein, à l'URSSAF, donc et la caisse de retraite. Donc c'est les deux organismes qui nous ponctionnent plus. Donc en fait, ça nous fait l'impression de redonner beaucoup de sous, mais en fait, on se rend compte que les salariés, eux aussi, hein, en fait, ça disparaît de leur feuille de paye, mais c'est déjà payé par l'employeur. Donc c'est vrai que ça, c'est important quand on arrive en libéral, en médecine générale, de bien se rendre compte que des cotisations qu'on doit payer. Et surtout, le problème, c'est qu'on les reverse que 2 ans après ce qu'on a gagné. Par exemple, je paye mon URSSAF et ma caisse de retraite que de 2 ans, ce que j'ai fait il y a 2 ans. Donc, il faut hyper bien programmer notre vie en fonction des cotisations qu'on va avoir. Comment t'as appris tout ça? Sur le tas. On apprend sur le tas. Alors beaucoup quand même en remplaçant. Moi, je m'installais immédiatement après avoir fait mes études, c'était pas possible. Bon, plus par rapport au médical que à l'administratif, hein, mais quand on remplace, c'est hyper simple puisqu'on a que des rétrocessions d'honoraires en libéral. Mais bon, on voit bien quand même les médecins qu'on remplace nous le disent, etc. On a quand même notre URSSAF qui tombe et au départ c'est pas beaucoup, donc on s'en rend compte. Je crois que maintenant il y a des cours à la fac, peut-être à l'internat. Je crois que maintenant il y a des cours pour expliquer un peu ça. Mais ça doit pas être un volume horaire très important, je pense, parce que puis bon, au départ, je pense qu'on comprend pas tout, ça nous intéresse pas trop, mais on apprend sur le tas quand même. Hein. Moi, je connaissais pas trop et c'est venu vraiment après. Au départ, on a aussi une obligation d'adhérer à une association de gestion agréée pour avoir un abattement de 10% sur nos charges, etc. Donc ça, si on le fait pas, on paye encore plus. Et eux m'avaient pas mal expliqué au tout début de mon installation. Eux, on peut quand même bien leur poser des questions. Voilà, donc après, on se forme vraiment en fonction. On trouve beaucoup de choses sur Internet, hein, tout est expliqué maintenant, mais il faut arriver à comprendre, hein, c'est pas évident à comprendre. On est tellement concentré sur le médical que le reste, on n'est pas doué. Enfin, je parle pour mon cas, mais je vois bien que mes collègues, c'est quand même pas non plus... peut-être qu'ils sont plus doués que moi, mais pas du tout. Hein. Moi, je gère le médical et après, j'ai mon comptable, mes secrétaires qui font beaucoup de choses pour moi et j'arriverai pas dans mon cerveau à tout faire toute seule, à gérer, tu vois, comme un chef d'entreprise, tout ça. Non, moi, je me sens pas du tout comme ça. Alors surtout de la façon dont c'est perçu des autres soignants ou des personnes qui font pas partie des professions de santé et notamment de la profession médicale. C'est vrai qu'on fantasme beaucoup sur le salaire des médecins. Moi, je vois quand je parle, par exemple, avec des amis qui sont pas du tout de profession médicale, ne serait-ce que mes petites sœurs qui voilà se disent bah voilà ça y est, elle est devenue médecin, c'est génial, elle est riche, etc. Alors que bah par exemple moi ma mère est médecin donc à l'hôpital public, elle a fait toute sa carrière à l'hôpital public donc elles savent très bien ce que c'est.
On fantasme beaucoup ce salaire et au final, je trouve que par rapport à certaines professions et notamment des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, qui n'existaient pas encore il y a des vingtaines d'années et où on voit que les personnes touchent des sommes faramineuses, je me dis des fois pourquoi un petit peu cet acharnement contre les médecins quand par exemple on demande justement des revalorisations salariales, donc qui sont pas forcément énormissimes, quand on demande une amélioration de nos conditions de travail, on a toujours ce même refrain, mais oui, vous les médecins, vous êtes des divas, oui les médecins c'est nantis, oui ces médecins c'est ingrats. On nous donne un petit peu ce refrain dès qu'on est étudiant en médecine en fait. Vous avez pas à recevoir de rémunération, vous êtes étudiant en médecine, vous avez déjà de la chance de percevoir 100 € par mois, donc heureusement ça c'est ça amélioré. Mais on voit bien qu'en fait tout au long de notre cursus, quand on a été étudiant, quand on a été interne, et puis après quand on devient médecin comme on l'est, en fait on nous a toujours habitués à cette autosuffisance de ce qu'on perçoit. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de médecins, notamment à l'hôpital public, ne se plaignent pas trop. Et en plus de ça, c'est pas dans la culture médicale de se plaindre, parce que c'est vrai que quand on est médecin, c'est avant tout un engagement auprès des personnes qu'on prend en charge. Et encore plus, je trouve, à l'hôpital public, parce que voilà, c'est vraiment le service public en fait, donner le maximum de ses compétences, de son savoir, de son temps pour les personnes que l'on prend en charge. Donc c'est plein de dévotion et d'humanité. Mais malheureusement, quand les médecins se plaignent, on les écoute pas ou bien alors on les critique. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer. En fait, c'est pas parce que on gagne peut-être plus que la majeure partie de la population française qu'on doit pas nous écouter quand on tire un signal d'alarme là-dessus, que ce soit sur nos conditions de travail ou notre rémunération. Alors c'est pas forcément parce que voilà on a fait beaucoup d'années d'études, mais parce que en fait on se donne vraiment à 100%, que c'est un engagement qu'en termes de volume horaire en fait si vraiment on se donne par exemple surtout dans les carrières hospitalo-universitaires, mais dans plein d'autres carrières où en général c'est pas la seule casquette qu'on a de faire du soin. Même quand on n'est pas hospitalo-universitaire, on peut par exemple devoir gérer un service, participer à des cours aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup d'autres activités en général qui dépendent des médecins. Souvent elles sont pas prises en compte en fait dans ce temps de travail. Et c'est pourtant beaucoup de temps. Et je pense que c'est important en tout cas d'écouter ces médecins qui parfois se plaignent de leur quotidien. Elles se plaignent pas parce qu'elles sont des divas, elles se plaignent parce que c'est difficile. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.